Depuis plus de 70 ans, le monde savoure le chocolat africain sans jamais accepter d'en payer le vrai prix. En 2025, Ghana, Côte d'Ivoire et Burkina Faso fixent d'une seule voix un plancher 20% plus haut à l'export, stoppant net l'ancienne habitude des contrats bradés et des marges invisibles. Que révèle ce sursaut mesuré sur un continent qu'Ibrahim Traoré exhorte à traiter l'agriculture comme souveraineté et non carité? Peut-être le départ d'une ère nouvelle, où l'Afrique chiffre sa valeur économique et ses morales, et où chaque tablette raconte enfin le coût de la dignité. Le geste semble technique, un simple ajustement du prix du cacao. Pourtant, derrière cette décision s'étend une fracture économique vieille de plusieurs siècles. Pour la première fois, les producteurs africains refusent le rôle de fournisseurs muets. Leur exigence est claire. Si l'Europe valorise le chocolat à 10 fois le prix du grain, l'Afrique doit cesser de vendre sa sueur au rabais. Le bénéfice promis n'est pas seulement financier. Il redéfinit la place du continent dans la chaîne de valeur mondiale. Pour un cultivateur du Burkina Faso, cet essor de 20% signifie une rentrée scolaire assurée pour ses enfants, une femme qui peut acheter de l'engrais, une famille qui planifie au-delà de la saison. Mais la portée symbolique dépasse le commerce. En imposant un plancher, Ibrahim Traoré et ses alliés imposent aussi un plafond moral au cynisme du marché. Leur pari, que la justice puisse se chiffrer, se produire et s'exporter comme n'importe quel produit. C'est là que réside l'enjeu véritable, transformer une matière première en déclaration d'indépendance. Le tournant s'est produit en novembre 2025, quand 3 ministres du commerce ont signé à Accra un accord baptisé « Déclaration de juste valeur », une hausse immédiate de 20% sur chaque tonne exportée. Ce chiffre, anodin pour les traders, a bouleversé un système vieux de 70 ans. Jusqu'alors, le prix du cacao africain se décidait à Londres ou à New York, loin des champs rouges du Sahel. Des spéculateurs fixaient la valeur du grain selon les humeurs du marché, payant à peine 2 $ le kilo, pendant qu'une barre de chocolat de luxe s'écoulait 10 fois plus cher à Paris ou Berlin. Cette asymétrie était devenue une habitude, presque une fatalité économique. Mais quand le Burkina Faso, plus petit producteur du trio, a soutenu l'initiative, le geste a pris un sens moral. Ibrahim Traoré a rappelé que si l'Afrique peut se nourrir elle-même, elle peut se libérer. Dans cette phrase, les chiffres cessent d'être abstraits. Ils deviennent synonymes de souveraineté. Le contexte géopolitique amplifie encore l'enjeu. L'Europe, fragilisée par l'inflation et la guerre énergétique, redoute tout choc supplémentaire sur ses marchés alimentaires. De son côté, l'Afrique, longtemps confinée au rôle de fournisseur, découvre le pouvoir de la coordination. La stratégie repose sur une idée simple. Si 3 pays peuvent imposer un prix minimum, demain, d'autres produits, café, coton, or, pourront suivre. Le cacao n'est plus seulement une culture, il devient un précédent. Pour les familles rurales, cette politique signifie le retour d'une dignité concrète. Pour les marchés, c'est une onde de choc silencieuse. Et pour le monde, c'est une leçon sur la patience stratégique. L'Afrique ne réclame plus la charité. Elle établit sa propre équation de valeur. Dans les marchés de Bobo Dioulasso, la décision n'a pas provoqué d'émeute, mais un murmure de fierté. Les paysans, habitués à vendre leurs récoltes à des intermédiaires étrangers, ont vu leur balance s'arrêter un peu plus haut. Leur visage disait ce que les statistiques ne traduisent pas, la valeur retrouvée. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils pouvaient négocier sans crainte. À Ouagadougou, les radios locales diffusaient les paroles de Ibrahim Traoré, posées, presque pédagogiques. Il rappelait que le fermier n'est pas un mendiant, mais celui qui nourrit le monde. Autour de lui, des coopératives se sont formées pour appliquer le nouveau prix plancher. Un cultivateur confié à la presse. Ce papier signé vaut plus qu'un sac de fèves. Il dit que notre sueur a un prix. Derrière ces récits ordinaires se dessine la première victoire, la confiance. Dans le même temps, les économistes africains observaient les effets immédiats.
hausse des revenus locaux, retour des jeunes vers les plantations, réduction du travail précaire. Les 20% gagnés par kilo se traduisent en école, soins, engrais, en futur tangible. Les critiques occidentaux, eux, craignent une inflation du chocolat. Mais sur les marchés du Sahel, personne ne parle de crise. On parle de justice. Cette transformation lente, presque silencieuse, raconte mieux qu'un discours la logique nouvelle du continent. Un choix collectif, moral et économique à la fois. Et si la souveraineté commençait vraiment ici, dans la terre? Tout a commencé dans la poussière des villages, où les cultivateurs, épuisés de vendre à perte, ont murmuré la phrase devenue symbole. Nous ne levons pas les prix, nous levons la tête. Cette phrase s'est transmise de bouche en bouche jusqu'au ministère, et un matin de novembre 2025, elle s'est transformée en décret régional. Tout débute alors, lorsque le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso annoncent leur pacte du cacao, un plancher de 20%. Les courriels s'envolent vers Londres, les contrats s'arrêtent, les marchés à terme se figent. Les analystes parlent de choc avant Noël. Mais à Ouagadougou, l'air reste calme. Les agriculteurs sourient. Ils disent que leurs enfants iront enfin à l'école. Le moment fort survient lorsque, en Europe, les grandes chaînes de distribution, Carrefour, Tesco, Aldi, calculent la perte. Une barre de chocolat devra coûter 5 à 8% plus cher. Les experts s'alarment, inflation. Les journalistes s'inquiètent, pénurie. Pourtant, dans les campagnes africaines, c'est un matin clair. Les familles achètent des engrais, les coopératives recrutent. Les slogans fleurissent sur les murs. Cacao de dignité, produit à main libre. Et au centre de cette tempête économique, une voix calme, celle d'Ibrahim Traoré. Il répète que l'Afrique n'a pas défié le monde, elle a simplement corrigé l'équation. Et les répercussions se font sentir lorsque, les premières semaines, les conteneurs restent bloqués dans les ports européens. À Rotterdam, des cargaisons entières attendent renégociation. À Bruxelles, des réunions d'urgence s'enchaînent. Certains commissaires envisagent de contourner le plancher par des subventions cachées. D'autres plaident le dialogue. Mais les faits sont là. Pour la première fois, un produit africain a forcé le marché mondial à s'ajuster. Dans les médias, la réaction oscille. Les uns parlent de bombe de nationalisme économique, les autres d'un éveil africain. Et tandis que l'Occident débat, les rues d'Abidjan, d'Accra et de Ouagadougou se couvrent d'affiches. Notre sueur, notre prix. La rébellion n'est pas violente, mais totale. Le soir, dans les maisons, on écoute le discours de Traoré. Si le monde appelle cela du défi, qu'il en soit ainsi. Nous appelons cela équilibre. Ces mots circulent sur les réseaux, repris par la diaspora, gravés sur des fresques. En moins d'un mois, le cacao devient le symbole d'une révolution tranquille. Une transformation à la fois économique, morale et culturelle, où le mot prix se confond avec le mot respect. 3 chiffres résument cette révolution du cacao. Le premier, 20%, c'est la hausse convenue du prix à l'export. Ce n'est pas seulement un pourcentage, mais une frontière morale. Chaque tonne exportée rapporte désormais environ 2200 $, contre 800 $ auparavant. Cette différence de 400 $, expliquait un responsable agricole, finance une école, un dispensaire et une saison de plus. Ces chiffres donnent cher au mot dignité. Le second chiffre, 40%. C'est la part du cacao que les pays de l'Alliance, Ghana, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, prévoient de transformer localement d'ici 2027. Un objectif ambitieux, appuyé par la construction d'usines de broyage et de raffineries de chocolat à Bobo Dioulasso, Koumassi et San Pedro. Chaque installation, en réduisant les exportations brutes, augmente la valeur ajoutée domestique de près de 300 millions de $ par an. Ainsi, le cacao cesse d'être une matière première. Il devient une industrie. Le troisième chiffre, 8%, c'est la hausse anticipée du prix du chocolat sur le marché européen. Un choc pour les consommateurs, certes,
mais un rééquilibrage minime comparé à des décennies de sous-évaluation. Ils peuvent payer des milliards pour des armes. Ils peuvent payer un peu plus pour nos fermiers, déclarait un ministre ghanéen avec calme. Cette phrase, reprise sur les radios africaines, a bouclé le raisonnement moral. La justice a un coût, et ce coût est supportable. Les analystes occidentaux craignent des tensions d'approvisionnement. Mais pourtant, les données de la Banque africaine de développement indiquent que la production totale de cacao ouest-africain reste stable, autour de 3,8 millions de tonnes par an. Ce n'est donc pas une crise d'offres, mais une redistribution du revenu. Pour les agriculteurs, le revenu moyen par hectare augmente de 17% dès la première campagne. Une marge suffisante pour acheter des outils, investir dans l'irrigation et réduire la dépendance au crédit usuraire. Sous la surface, une transformation structurelle s'installe. Les statistiques d'exportation montrent une baisse des ventes à bas prix, compensée par des contrats à long terme plus stables. Les économistes y voient un glissement historique. Le cacao, produit emblématique du déséquilibre colonial, devient le laboratoire d'une économie disciplinée. Et derrière chaque donnée se profile une idée simple, chère à Ibrahim Traoré. Pas. La liberté commence à la porte de la ferme. Là, les chiffres cessent d'être froids. Ils deviennent le langage de la souveraineté. Les critiques ne manquent pas. Les économistes européens redoutent qu'un prix plancher de 20% entraîne une inflation alimentaire incontrôlée. Selon eux, si le cacao devient plus cher, le consommateur paiera davantage pour chaque produit dérivé, provoquant un recul de la demande et un effondrement à moyen terme du marché. Un second argument, plus discret, pointe le risque de fragmentation. Les pays africains moins organisés pourraient rester exclus du système, aggravant les écarts régionaux. En somme, pour ces analystes, la justice du cacao menace la stabilité du commerce mondial. Face à ces thèses, les gouvernements du Sahel avancent 11 d'autres chiffres. D'abord, le cacao représente à peine 0,4% des importations alimentaires totales de l'Union européenne. Même doublé, son impact sur l'inflation serait marginal. Ensuite, la hausse de revenus des producteurs, elle, est immédiate. Plus de 117% de pouvoir d'achat sur la première campagne, selon les données du ministère burkinabé du Commerce. Autrement dit, l'effet social est 100 fois plus tangible que la hausse. Hausse sur un ticket de caisse européen. Ibrahim Traoré répond d'ailleurs à ces critiques avec une logique précise. Les marchés ne se dérèglent pas quand l'Afrique parle, ils s'ajustent. Son propos ne nie pas la complexité. Il admet que tout rééquilibrage crée des tensions, mais soutient qu'un déséquilibre permanent coûte davantage. Les chiffres le confirment. Depuis l'instauration du plancher, la volatilité mensuelle des contrats, à terme, a baissé de 12%, signe d'une stabilité nouvelle. Pour les partisans de la réforme, cette cohérence est la preuve que la discipline du prix peut devenir un outil de développement. Ils ne réclament pas des privilèges, mais un contrat moral. Que la valeur d'une récolte corresponde enfin à la valeur du travail humain. Le silence devient stratégie. À la mi-décembre, alors que les marchés occidentaux se débattent avec les prix, les radios africaines diffusent un extrait sobre. La voix d'Ibrahim Traoré déclarant que l'équilibre n'est pas un privilège, c'est une habitude qu'il faut apprendre. Ce ton calme tranche avec la nervosité internationale. Derrière les portes closes de Bruxelles, des diplomates admettent que l'Afrique a coordonné ses positions mieux que prévu. Les analystes comparent déjà cette alliance du cacao à une version agricole de l'OPEP. Mais sur le terrain, la révélation est plus intime. Les agriculteurs constatent qu'ils peuvent négocier d'égal à égal. Les coopératives locales, désormais unies, refusent les acheteurs en dessous du seuil fixé. Dans les écoles de Bobo Dioulasso, les enfants apprennent ce qu'est un prix de dignité. Et sur les murs, un slogan revient. Ce n'est pas la charité, c'est la mesure juste.
Le milieu du récit se fige dans une certitude. L'Afrique n'a plus besoin de crier pour être entendue. Elle parle en chiffres, et le monde écoute. Pour le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire, la première conséquence est la crédibilité. En se tenant à une politique commune, ces pays transforment leur image de concurrent en celle d'un bloc organisé. Leurs recettes fiscales progressent de 400 sur la première campagne, grâce à la stabilité des contrats. Les budgets nationaux peuvent enfin planifier sur plusieurs saisons, et non plus sur des paris trimestriels. Dans les capitales, les ministres parlent de souveraineté par la cohérence. Les transformateurs africains bénéficient d'un effet d'aubaine. Le complexe agro-industriel Koudigou, au Burkina Faso, prévoit de traiter 40 000 tonnes par an d'ici 2027. Les marques locales ont exporté du chocolat estampillé, produit au Sahel. Ce repositionnement attire les investisseurs africains de la diaspora, notamment à Lagos et Dakar. En parallèle, les grandes enseignes européennes révisent leurs contrats, préférant s'adapter plutôt que rompre les chaînes d'approvisionnement. Les familles rurales, longtemps invisibles, voient pour leur quotidien basculer. Les revenus augmentent, les dettes reculent, les enfants retournent à l'école. Une agricultrice confie « Cette étiquette de nouveau prix, c'est mon assurance. » Pour elle, les 20 de plus représentent une vie sans mendicité économique. Le discours d'Ibrahim Traoré, repris sur les ondes, donne un souffle collectif. La souveraineté se cultive comme le cacao, lentement, patiemment, ensemble. Ces mots nourrissent une fierté tranquille. L'alliance du cacao devient un précédent. Au Niger et au Mali, des économistes suggèrent d'appliquer le même modèle à l'or et au coton. Les universités du Sahel lancent dans des séminaires sur l'économie souveraine, où l'exemple burkinabé sert de référence. Sur le plan diplomatique, les organisations régionales évoquent un futur corridor de transformation reliant Accra, Abidjan et Ouagadougou. L'idée de dignité collective s'installe dans le vocabulaire politique africain. Ce nouvel équilibre n'élimine pas les tensions, mais il déplace le centre de gravité du commerce mondial. Désormais, l'Afrique ne négocie plus par nécessité, mais par choix. Et cela change tout. Commençons par envisager le scénario de base, où les prix mondiaux du cacao se stabilisent autour du nouveau seuil de 200 $ la tonne. Les exportations reprennent leur rythme. Les chaînes logistiques se réajustent. L'alliance tripartite consolide sa structure juridique et crée un secrétariat permanent à Ouagadougou. Les revenus agricoles restent supérieurs de 15 à 18% à la période précédente. Dans ce scénario, la réforme devient une norme. Le commerce équitable cesse d'être un concept militant pour devenir un cadre de marché. La dynamique inspire d'autres secteurs. Le café, le coton et même l'or suivent la même logique de coordination. Les pays du Sahel développent une plateforme commune de négociation des matières premières, soutenue par la Banque africaine de développement. Les investissements étrangers se réorientent, passent vers la transformation locale, et une nouvelle génération d'entrepreneurs africains émerge. Sous la houlette d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso devient un centre régional d'expertise agro-industrielle. L'Afrique ne subit plus les cycles des marchés, elle les redéfinit. Les pressions diplomatiques s'intensifient. Des sanctions commerciales partielles apparaissent, les contrats se ralentissent, la liquidité se tend. Certains producteurs cèdent, vendant à bas prix pour survivre. L'alliance s'essouffle, minée par la disparité des infrastructures et la corruption locale. Les gains sociaux des premiers mois se réduisent et la méfiance renaît. Mais même dans ce scénario, la graine a été semée, celle de la dignité mesurée. Quelle que soit la trajectoire, une leçon demeure. La souveraineté économique n'est pas un acte, mais une discipline. Elle exige transparence, unité et rigueur, qualité que Traoré résume d'une phrase. Si nous fixons nos prix ensemble, nous fixons aussi notre avenir. Ce n'est plus seulement une histoire de cacao, c'est une histoire de regard. Dans les marchés d'Afrique de l'Ouest, chaque grain vendu au juste prix est un vote silencieux pour la dignité.
et au-delà des frontières. Ce geste touche ceux qui observent, consommateurs, étudiants, travailleurs, partout où l'on se demande encore combien vaut le travail humain. En Europe, certains découvrent avec malaise que le chocolat bon marché avait un coût invisible. Des familles d'acheteurs, des chefs d'entreprise, des journalistes écrivent à leurs homologues africains pour dire « On comprend enfin ». Cette reconnaissance, fragile mais réelle, constitue le premier pont entre deux continents longtemps séparés par la valeur. En Afrique, les jeunes Ouassilen voient dans cette politique un modèle. Ils parlent d'Ibrahim Traoré non comme d'un héros lointain, mais comme d'un repère moral. Celui qui a montré qu'une voix calme peut réécrire les règles du commerce mondial. Dans les universités, on débat de souveraineté économique comme d'un futur possible, pas d'un rêve abstrait. Et dans les maisons, les enfants apprennent qu'un prix n'est pas qu'un chiffre, c'est un miroir de respect. Ce message dépasse le cacao. Il parle de chaque métier, chaque ressource, chaque heure de travail que l'on refuse de sous-évaluer. Il rappelle que la justice ne naît pas dans les sommets internationaux, mais dans la façon dont on mesure la sueur d'un homme. Le succès du plancher du cacao dépend désormais d'une exécution méthodique. Les gouvernements du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso ont défini un calendrier commun en 5 étapes. Harmoniser les licences d'exportation d'ici mars 2026, afin que chaque cargaison suive les mêmes normes de prix et de traçabilité. Cette uniformité empêche les contournements et renforce la crédibilité régionale. Achever la construction de 6 usines de transformation locale avant fin 2027. L'objectif est au clair. Transformer au moins 40% du cacao en produits finis sur le continent. Créer un fonds de stabilisation financé par une redevance de 3 sur les exportations. Ce fonds servira à protéger les petits producteurs contre les fluctuations mondiales et à financer la recherche agricole. Lancer un programme de formation des coopératives pour améliorer la qualité du cacao brut, garantir des normes bio et réduire les pertes post-récolte. Publier chaque trimestre un rapport commun sur la production, les revenus et l'impact social, afin que la transparence devienne une habitude, pas une exception. Dans chaque discours, Ibrahim Traoré insiste. La souveraineté n'est pas un drapeau, c'est une méthode. Cette feuille de route illustre précisément cette philosophie, une indépendance construite pas à pas, mesurable, reproductible. Dans les champs d'Afrique de l'Ouest, la saison s'achève comme elle a commencé, dans le silence et la lumière. Les cultivateurs rangent les balances, les enfants rentrent de l'école, et sur les murs des coopératives, une phrase reste inscrite. Notre sueur, notre prix. Ce n'est pas un slogan, c'est un rappel. Le cacao, jadis symbole d'injustice, est devenu la preuve que la dignité peut se mesurer en chiffres. Là où le monde voyait une denrée, les producteurs voient désormais une parole tenue. Et au cœur de cette transformation, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un chef que comme un témoin. Celui qui a prouvé qu'un geste calme peut renverser une logique séculaire. Dans les villages, on raconte son histoire comme celle d'un fermier de la politique, patient, ancré, mesuré. Son idée a germé dans la terre avant de fleurir dans les bilans comptables. Et maintenant que les marchés se sont tus, une autre musique s'élève, celle de la confiance retrouvée. Quand les gros titres s'effaceront et que les prix se stabiliseront, il restera une vérité simple. L'Afrique n'a pas réclamé la charité, elle a exigé l'équité. Ce mouvement du cacao n'est pas une fin, mais un début. Il parle à chacun de nous, producteurs, consommateurs, décideurs, de la valeur que nous accordons à la justice. Si tu manges une tablette de chocolat demain, souviens-toi de la chaîne invisible qui la relie à un champ, à une main, à une idée. Souviens-toi d'Ibrahim Traoré, de sa phrase calme. La dignité est une récolte qui ne s'épuise jamais. Ce n'est pas un slogan politique, c'est une méthode de vie. Alors, que signifie pour toi un prix juste? Un chiffre sur une étiquette ou un choix de société? Réponds, partage, questionne. Car tant que cette conversation continue, la souveraineté ne s'arrête pas.